Wesh YouTube, comment vas-tu? Aujourd'hui, je suis de retour pour te parler de mes premières lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Ça, tu te frottes au micro. Mais là, je peux pas filmer là. Alors, ma fille est en train de vraiment genre ronronner dans le micro. Attends, je vais te changer de place. Je te retrouve donc pour te donner mon avis sur les 4 premières lectures que j'ai effectuées dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Et on va commencer tout de suite. Tu vas voir que globalement, ça a été 4 très agréables lectures avec quand même des petits coups de cœur. Un très bon début pour ce challenge. Tout d'abord, je vais te parler de Décomposer et pas... qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? À peu près genre 40 000 fois. Déraciné? Oui, c'est pas le même livre. Décomposer du coup de Clémentine Beauvais qui est ici édité chez l'Iconopop et qui a été une très bonne lecture. À tes souhaits, Mafia. Pour faire simple, dans Décomposer, Clémentine Beauvais part du poème La Charogne de Baudelaire. Et elle va personnifier cette charogne, lui redonner une vie, lui donner une voix, et à travers ce texte, tenter de raconter la vie de cette charogne, enfin ce qu'aurait pu être la vie de cette charogne, parce qu'évidemment c'est fictif, tu t'en doutes. Mais déjà le postulat de départ, moi, me plaît terriblement, et la lecture a été totalement à la hauteur de mes attentes, voire encore mieux. Dans ce texte, on a principalement 2 personnes qui parlent, 2 femmes. La fameuse charogne, Grace, il me semble, qui va donc raconter sa vie, raconter son chemin de son enfance à ce qui l'a mené à se retrouver là au détour d'un chemin, laissée morte, nue, bouffée par les vers. Enfin voilà, c'est une charogne quoi. Tout en confrontant sa vie, même si confronter c'est pas le mot, parce qu'il n'y a pas de... Elle confronte pas sa vie, mais disons qu'elle tisse sa vie en parallèle et aussi à travers les yeux de la muse de Baudelaire qui est avec lui, qui est à son bras quand il tombe sur ce cadavre. Donc Jeanne Duval va à son tour s'imaginer la vie de cette charogne et tenter de percer les mystères de ce destin de femme. C'est un vrai livre sur le destin des femmes. Et le récit se tisse donc entre ces 2 femmes comme ça, comme une espèce de dialogue qui ne se répond pas, mais un dialogue pour autant. Tout semble les opposer et pour autant quelque chose les rapproche, peut-être un fragment de vie, peut-être un moment de leur histoire, et bien évidemment surtout le fait d'être femme à cette époque. Clémentine Beauvais écrit en vers libre et c'est absolument superbe. J'ai trouvé que la construction narrative était juste délicieuse et l'intensité du texte accompagne parfaitement le cheminement de cette femme, donc la charogne, Grace, qui, je te dis, nous raconte sa vie en passant de couturière à chirurgienne un peu malgré elle, à avorteuse, et puis à tueuse, tout en étant dans tout ça la fille, la sœur, l'amie, l'amante. C'est, je te dis, un destin de femme, une histoire de femme qui est vraiment très bien travaillée et hyper touchante. Et c'est assez fou parce qu'elle décompose le texte, puisque c'est du vers libre, je pense que tu peux le voir, il y a des vrais jeux visuels dans le texte, elle décompose vraiment ce texte, là où en même temps elle recompose l'histoire de cette femme. Et je trouve que ce jeu de réponse, justement dans la construction de son récit, met complètement en lumière cette femme au destin incroyable et la place de la femme tout court en fait. Tu l'as compris, moi j'ai adoré ce texte et j'ai trouvé ça encore une fois vraiment très beau. C'est hyper intéressant en plus de lire du vers libre, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai l'habitude et j'ai pas du tout été déçue. Clémentine Beauvais a fait un travail, je trouve, incroyable et vraiment je te recommande très chaudement cette lecture qui se lit en plus de ça assez vite, mais j'ai adoré. Ensuite j'ai lu une autre très bonne lecture, c'est Vladimir Roubaïev ou les provinces de l'irréel de Serge Lenz. C'est typiquement mon style de lecture en ce moment, je pense que tu l'auras compris, et pas uniquement parce que c'est de la littérature russe, hein, mais parce que c'est des histoires de vie et j'adore ça. Je passe toujours des très bons moments, surtout quand c'est fait aussi bien que dans Vladimir Roubaïev ici. C'est l'histoire d'un homme extraordinaire dans tous les sens du terme, puisqu'il voit le jour déjà dans une famille extraordinaire avec un père qui parle à son cheval, qui s'amourache d'une femme juive, et qui décident donc d'élever ensemble cet enfant, chose qui à l'époque est absolument impensable. L'histoire prend place en Ukraine, il y a fort longtemps, je ne sais pas trop quand ça prend place, mais globalement à l'époque des tsars. Et donc tu as compris, on va suivre l'histoire de ce géant russe
qui est un peu complètement barré sur tous les points. Il est d'une grande naïveté, d'une grande humanité, d'une grande violence. Et l'équilibre justement là est assez génial parce que ce mec reste profondément humain même dans sa violence. C'est une histoire de vie, de découverte, de rencontre et surtout de liberté. En fait, c'est une ode à la liberté d'être qui on a envie d'être. Et c'est aussi, du coup, je disais, une très belle ode au retour à la terre et à l'importance de la terre comme racine, comme socle de l'histoire d'une famille, d'un peuple, etc. Ça se lit extrêmement vite, ça se lit très bien, le style est juste parfait pour le contexte en fait. C'est un peu comique, c'est cocasse par moments, à d'autres c'est assez révoltant et ça reste juste très humain. Et en fait on s'attache absolument à tous les personnages et c'est le genre de livre que tu refermes mais où t'as un petit pincement au cœur parce que ouais, t'as été vraiment attaché au personnage. J'ai trouvé ça juste génial en fait. Et je te dis, c'est un peu ma zone de confort ce genre de lecture. Je savais que j'allais aimer et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense d'ailleurs que c'est un livre qui va me marquer même un peu plus que ce que je ne pense. Ensuite, je te parle de Libration de Becky Chambers qui est le tome 2 du cycle des voyageurs, si je dis pas de bêtises. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui s'appelle L'espace d'un an et dont je ne t'ai pas parlé, je pense. Je vais pas non plus te résumer le tome 1 parce que sinon ça va prendre 10 plombes, mais globalement tout se passe dans l'espace où les gens sont en mesure de voyager entre les planètes, entre les différents systèmes. En fait, il y a donc toute une organisation politique qui régit en fait tout ça. Et donc plusieurs espèces vivantes sont amenées à cohabiter. Et globalement, je trouvais que déjà le premier tome, c'était principalement une histoire de cohabitation, d'échange, d'écoute, de compréhension de l'autre. Et là, c'est la suite. Alors, ce sont pas vraiment les mêmes personnages. On retrouve deux personnages qu'on a vus, mais brièvement dans le tome 1, et on développe leur histoire à eux. Alors, j'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1, où j'avais trouvé que tous les personnages étaient hyper attachants, et que même s'il ne se passe pas grand-chose, au final, on manque de rien. C'est très agréable comme forme de science-fiction, et c'était dur à dire. Et celui-là, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce qu'en gros, on suit une intelligence artificielle qui à l'aide de Poivre, une humaine, intègre son système dans un kit corporel, ce qui est quelque chose d'illégal parce que, comme je t'ai dit, toutes les espèces cohabitent entre elles. Pour autant, les intelligences artificielles qui sont extrêmement développées ne sont pas reconnues comme des êtres vivants avec des droits au même titre que les autres. Et cette intelligence artificielle rentre donc dans ce kit qui lui donne une apparence humaine et qui va lui permettre de vivre une vie entre guillemets normale comme les autres espèces vivantes. Mais c'est du coup l'adaptation de cette intelligence artificielle à cette nouvelle vie, à ce nouveau mode de vie et toutes les difficultés qu'elle rencontre. Et en parallèle, on va suivre le destin d'une petite fille. Et c'est à partir de là que moi j'ai commencé vraiment à me prendre dans l'histoire. Au début, juste Lia qui galère à s'intégrer à cette nouvelle vie, à ce corps, etc. Je vais pas dire que c'était chiant, c'est juste que moi, je trouve en plus que c'est pas un personnage spécialement attachant. Enfin, moi perso, je m'y suis pas identifiée. Il y a rien qui m'ait vraiment parlé chez elle. Donc au début, j'étais un peu en mode oui, bon, Osef. Et je me suis vraiment prise dans l'histoire avec justement l'enfance de cette petite fille qu'on rencontre. Et là, j'ai été archi embarquée. J'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. Là, pareil, il s'y passe pas grand chose, bien que j'ai trouvé qu'il se passait plus de choses que dans le premier et que globalement on avait presque pas une vraie intrigue mais un but à atteindre. On sent qu'il y a une quête de quelque chose. Là où pour moi dans l'espace d'un an du coup c'est vraiment plus un côté tranche de vie. Mais ouais, malgré un début un peu moyen, j'ai finalement beaucoup aimé et la chronologie et la construction du roman et son rythme qui servait hyper bien l'histoire et qui était totalement cohérent avec ce qui était en train de se passer. Vraiment, les personnages sont au final très attachants et oui, moi je l'ai même trouvé plus intense que le premier, contrairement à beaucoup d'avis que j'ai pu lire sur internet, mais soit. Du coup voilà, là aussi, globalement, très bonne histoire, très joli texte là aussi sur l'entraide, la rencontre des autres et aussi de soi. On apprend à se connaître, à se regarder, et à s'apprivoiser soi-même. J'ai trouvé ça très chouette. Voilà, moi j'ai passé globalement un très bon moment. J'aime vraiment beaucoup la plume de Becky Chambers et j'ai hâte de lire déjà la suite des Voyageurs et encore d'autres choses d'elle. Dernier livre et pas des moindres, on est sur un coup de foudre.
c'est Océan Mer d'Alessandro Baricco et je vais galérer à en parler. Je le sais. Quand j'aime à ce point un livre, généralement j'ai du mal à trouver les mots justes pour te retranscrire à quel point il m'a marqué. C'est le genre de lecture qui ne plaira vraiment pas à tout le monde. C'est bête, on pourrait dire ça de presque tous les livres, mais là pour le coup c'est vraiment particulier. Et moi j'ai été conquise du début à la fin. Je pars du principe qu'il y a des livres qu'on aime, qu'il y a des livres qui nous marquent et qu'il y a des petites exceptions qui en fait, au-delà de nous marquent, parlent le langage de notre âme, qui vibrent pile à la même fréquence de ce dont on a besoin à l'instant. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais il y a quelques livres comme ça qui sont plus que des coups de cœur, qui sont plus que des bonnes lectures, qui sont des caisses de résonance, qui sont des voix presque pour certains mots, je sais pas comment te dire, mais je dirais pas que c'est un aussi grand coup de foudre que l'a été La maison dans laquelle, que j'ai lu l'an dernier, de Mariam Petrosian, qui est une lecture époustouflante, mais on est, disons, dans la même veine. Et tu sais quoi, je t'ai encore pas dit les traducteurs, mais purée, Oriane, un effort. Pardon, petite pause. Libération était donc traduit par Marie Surgers et Océan Mer est traduit par Françoise Brun. Voilà. Parce que ce sont des personnes qui font généralement un taf absolument génial et faut en parler. Donc merci à ces traducteurs. Océan Mer, du coup, qu'est-ce que c'est? Très bonne question. C'est l'histoire de plusieurs personnes, toutes extrêmement singulières, qui se retrouvent à un endroit, la pension Almayer, qui est une espèce d'auberge au bord de la mer où il n'y a quasiment rien autour à part cette auberge. Ils sont tous là parce qu'ils sont en quête de réponses. En tout cas, on ne vient pas à la pension Almayer pour rien. Donc on va suivre comme ça indépendamment un peu ces personnages qui sont tous relativement bizarres, relativement étranges, et qui vont être, j'ai pas envie de dire hantés, mais dont le séjour à l'auberge va être marqué, j'ai envie de dire, plus que hanté, par le souvenir d'un naufrage qui a eu lieu. Et on va rencontrer des personnages totalement fous, comme un chercheur qui tente de trouver la fin de la mer, un peintre qui essaye lui de peindre la mer, une petite fille qui tente de se faire guérir en venant près de la mer, enfin des destins fous, de personnages fous dans un lieu fou qui font un récit génialement fou. Très brouillon, mais très très dur de parler de ce livre, je te promets. Et c'est au-delà de tout ça l'histoire de la mer en fait. C'est un texte sur la grandeur de la mer, la profondeur de la mer. Et ce qui est assez fou, c'est que moi j'ai trouvé que j'étais complètement emportée dans les vagues justement de cette histoire et de ce récit, et que j'étais plongée avec eux tous dans l'immensité de cette mer qui représente et la vie, et la mort, et les émotions, et tellement de choses. Je pense que c'est un texte qui peut être un peu déroutant, parce que le style d'écriture est très 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 particulier. On a des phrases d'une longueur, mon pote, t'as peur. Moi qui n'aime pas les phrases longues, là, je ne sais pas comment il a fait pour que ça marche aussi bien. Le rythme du roman est fou, au-delà de la plume qui est sublime. Enfin, un livre d'aventure, une méditation philosophique et un poème en prose, oui, c'est hyper poétique. C'est très méditatif à des moments parce que il y a beaucoup cette idée de contemplation et de compréhension à travers la contemplation. Je te balance clairement des phrases comme ça, vraiment c'est hyper déconstruit, je le sais, mais le roman est hyper déconstruit, vraiment c'est très étrange dans la plume et dans les choix stylistiques, mais c'est pour moi étrangement génial, et moi c'est typiquement le genre de livre qui me... Oui. Comme je te dis, c'est à la fois génial, c'est à la fois absurde, c'est touchant, c'est intense, c'est beau, c'est violent, ça remue en fait. T'es sur un bateau et tu tangues, et à des moments il y a du calme et tu prends le temps d'apprécier, de contempler, et à d'autres moments c'est la tempête et t'es complètement, malgré toi, emporté dans cette violence. C'est fou, c'est génial, et c'est un énorme coup de foudre de mon côté, quoi. Pour te dire, j'ai même versé ma larme à des moments où clairement il n'y avait pas à verser sa larme, mais ça me touchait à un point, ça résonnait, comme je te dis, en moi, où les mots prenaient une place tellement précieuse dans mon cœur que
Bon, même si ici on a la chialade assez facile, c'est très rare que je pleure pour un livre. Et là, j'ai chouiné quoi. Je vais quand même te lire un tout petit passage. Et encore, c'est tellement peu de ce que ce texte a à offrir. Hein. Vraiment, je vais te lire quelques lignes. Garde en tête que c'est un dixième de la richesse qu'est ce texte. Au premier étage de la pension Almayer, dans une chambre qui regardait vers les collines, Élise Wynne luttait avec la nuit. Immobile, sous les couvertures, elle attendait de voir ce qui viendrait en premier du sommeil ou de la peur. On entendait la mer, comme une avalanche sans fin, le tonnerre incessant d'un orage né d'on ne savait quel ciel. Elle ne s'arrêtait pas un instant, ignorait la fatigue et la clémence. Quand tu la regardes, tu t'en rends compte, le bruit qu'elle fait. Mais dans le noir, toute cette infinitude alors n'est plus que fracas, murailles de son, hurlements lancinants et aveugles. Tu ne l'éteins pas, la mer, quand elle brûle dans la nuit. Je sais pas si ça te parle, mais moi j'ai adoré ce livre. Je l'aime d'amour. C'est tout ce que je peux te dire. Je l'aime d'amour. Voilà, j'espère que c'était pas une vidéo trop chaotique. J'ai un peu l'impression, mais soit, je pense qu'ici on commence à avoir l'habitude. À tes souhaits, ma fille. Encore. En tout cas, j'espère que cette première update lecture du Pumpkin Autumn Challenge t'a plu, que tu as découvert des livres cool. J'espère dans tous les cas, comme d'habitude, que cette vidéo t'a plu, que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Et d'ici la prochaine fois, prends soin de toi.